As-tu déjà envisagé l'idée de résider dans un esprit d'une stabilité inébranlable, où aucune perturbation extérieure ne saurait te dévier de ta trajectoire? Un esprit où les impulsions ne dictent plus tes actes, où les vagues émotionnelles ne te submergent plus, mais où tu observes calmement, respires profondément, et sélectionnes tes choix avec une sérénité absolue. Imagine une existence où tes décisions émergent non pas des tourbillons de la colère ou de la peur, mais d'une clarté cristalline, te libérant ainsi de l'emprise de tes sentiments pour en devenir le souverain incontesté. Cette maîtrise n'est pas un don inné, mais une compétence que l'on peut cultiver avec persévérance. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont été les pionniers à percer les mystères du pouvoir des émotions, en forgeant l'art de l'autocontrôle non pour ériger des murs de froideur, mais pour harmoniser ce que l'on ressent, pense et accomplit. Aujourd'hui, je t'invite à explorer et à développer cette force intérieure. J'ai minutieusement sélectionné 9 leçons concrètes et applicables, conçues pour fortifier ton esprit et te permettre de répondre à la vie avec une intelligence affinée, plutôt que par des réactions instinctives et chaotiques. Le seul ingrédient requis est la pratique assidue. Et pour entamer ce voyage, je t'invite à laisser en commentaire, aujourd'hui, j'entraîne mon esprit pour vivre le meilleur de moi-même. Avant de plonger dans ces enseignements, accorde-moi juste 2 faveurs simples, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu contribueras à diffuser ce message vers ceux qui, comme toi, aspirent à renforcer leur forteresse mentale. Passons sans plus tarder à la première leçon. Première leçon, brise le cycle de la paresse mentale. La paresse mentale représente l'une des formes les plus insidieuses et discrètes d'autosabotage, opérant dans l'ombre sans fanfare ni dévastation immédiate. Elle ne s'impose pas avec violence, mais se glisse subtilement sous le masque d'un repos bien mérité, d'un divertissement inoffensif, ou d'une dernière vidéo, avant le sommeil. Tel un canapé enveloppant et douillet, elle t'attire dans ses replis, rendant chaque effort pour t'en extraire plus ardu que le précédent. Progressivement, elle érode ta capacité à penser de manière autonome, tu cesses de questionner le flux incessant d'informations que tu absorbes, et tu te mets à régurgiter mécaniquement les narratifs imposés par le monde extérieur. Réfléchis à ton rituel matinal, tu ouvres les yeux, saisis ton téléphone, fais défiler les flux, consomme avidement des contenus éphémères, réagis par réflexe. Mais à quel instant précis t'accordes-tu une véritable réflexion profonde? Quand as-tu, pour la dernière fois, lu un texte enrichissant et pris le temps de le méditer, de le disséquer, de le confronter à tes propres expériences? Ou entendu une nouvelle controversée et ressenti l'urgence d'investiguer par tes propres moyens, en croisant des sources variées pour forger une opinion nuancée? Dans notre ère numérique, tant d'individus se contentent d'un rôle de spectateurs passifs de leur propre intellect. Ils réagissent à tout stimulus, mais choisissent rarement avec délibération. Ils absorbent des opinions préfabriquées sans édifier leurs propres idées, attendent des réponses toutes faites sans oser poser les questions essentielles. Le danger le plus perfide réside dans cette abdication, pendant que tu te distrais, le monde te modèle à son image. Les algorithmes curatent ton horizon visuel, les titres sensationnels dictent tes croyances, et des commentaires anonymes aléatoires influencent tes états d'âme. En laissant ton esprit en mode pilote automatique, tu renonces non seulement à ta liberté cognitive, mais aussi à ton autonomie existentielle. Sénèque l'affirmait avec sagesse, rien n'est plus honorable que de bien utiliser sa propre raison. Et cette vérité résonne encore aujourd'hui, celui qui néglige l'exercice de sa pensée devient vulnérable, non par une faiblesse innée, mais par un abandon volontaire de sa puissance intérieure. Considère un scénario banal, tu visionnes une vidéo polémique et portes un jugement hâtif, sans nuance. Quelqu'un t'adresse une parole sèche, et tu infères immédiatement un rejet personnel, sans explorer les contextes possibles. Ou tu reçois un message professionnel laconique, et ton esprit s'emballe en scénario négatif. As-tu réellement pensé, ou simplement réagi sur le coup de l'émotion? As-tu pris le temps de réfléchir, d'analyser, ou suivi le courant automatique des sentiments? Échapper à cette paresse mentale exige un acte de courage authentique, c'est se lever du sofa intérieur de la passivité, opter pour un livre stimulant au lieu d'un défilement infini, interroger une idée même si elle paraît évidente, cesser de consentir par défaut et commencer à bâtir une opinion personnelle, fondée sur des preuves et des réflexions. Cela requiert non du génie, mais une humilité profonde, l'humilité d'admettre que ton savoir est limité, mais que l'apprentissage est infini pourvu que tu restes éveillé et vigilant. Engage-toi dans la production, lis avec attention, réfléchis avec profondeur, écris tes pensées, crée du contenu, décide avec intention. Car celui qui ne fait que consommer s'appauvrit intérieurement, tandis que le créateur se régénère et s'enrichit. Si tu perçois la pensée comme un fardeau, souviens-toi que c'est en réalité le poids écrasant d'une vie non choisie,
dictée par des forces extérieures. Tu n'as pas besoin de te muer en philosophe érudit, mais tu dois impérativement cesser d'être manipulé par les courants dominants. Cultive la lucidité, ravive ta faculté de jugement critique, car une pensée affinée élève l'existence entière. Marc Aurèle le proclamait, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Les neurosciences modernes corroborent cette sagesse antique. Tes pensées récurrentes sculptent les voies neuronales qui guident tes comportements, émotions et actions. Ainsi, transformer ta manière de penser altère fondamentalement ta façon de ressentir, décider et interagir avec le monde. Avant de tenter de réformer l'extérieur, réforme ton dialogue intérieur avec la réalité. Remplace l'acceptation passive, c'est comme ça, par l'interrogation curieuse, pourquoi est-ce comme ça? Échange le fatalisme, je suis comme ça, contre l'aspiration, qui puis-je devenir? Substitue l'ignorance, je n'ai pas compris, par la détermination, je vais chercher et comprendre. Refuse de naviguer en pilote automatique, de te contenter de répéter des idées non questionnées. Choisis plutôt d'en être l'auteur souverain. Écris en commentaire, aujourd'hui, je sors de la paresse mentale. Commence à exercer ce pouvoir suprême que tu détiens, choisir de penser et de réagir avec sagesse. Car un esprit entraîné ouvre la voie à une vie imprégnée de clarté, de présence authentique et de direction ferme. Deuxième leçon, conditionne ton esprit pour vaincre. Réfléchis à la dernière fois où tu as repris l'entraînement physique après une longue interruption. Au commencement, chaque muscle proteste, la fatigue s'installe rapidement, et chaque mouvement semble exiger un effort herculéen. Pourtant, avec une persévérance soutenue, ce qui était source d'inconfort se transmue en source de vigueur. L'esprit opère de manière analogue, sans entraînement régulier, il s'atrophie, sans guidance ferme, il s'empare du contrôle et sème le désordre. Lorsque cela survient, tout aspect de la vie déraille. Tu entames ta journée avec une concentration aiguisée, mais un simple message irritant sur ton appareil suffit à ébranler ta sérénité. Un commentaire mal interprété, un souvenir douloureux, et voilà que ta clarté mentale s'évapore. Un esprit livré à lui-même se gorge de bruits parasites, devient hyper réactif et chargé d'émotions volatiles. Il se métamorphose en une usine à fabriquer des scénarios apocalyptiques, à perpétuer des schémas obsolètes, et à s'auto-saboter en silence, sans que tu en aies pleinement conscience. C'est précisément pourquoi l'entraînement mental est si vital, il ne s'agit pas d'un positivisme naïf, mais d'apprendre à observer tes pensées en temps réel, à discerner celles qui servent ton bien-être et à rejeter les autres avec discernement. Chaque pensée réitérée forge un schéma neuronal, et ce schéma influence profondément tes émotions, tes décisions et ton existence quotidienne. Si tu te répètes jour après jour que tu n'es pas à la hauteur, tu finis par adopter les comportements d'une personne convaincue de son indignité, fermant ainsi les portes aux opportunités. Si tu nourris constamment l'inquiétude, la comparaison toxique et la culpabilité, ton cerveau s'entraîne à percevoir des menaces illusoires, à interpréter le monde comme un adversaire perpétuel, même en l'absence de preuves. Inversement, en choisissant consciemment ta focalisation, ton attitude et tes réponses, un changement profond s'opère, non parce que l'univers s'adoucit miraculeusement, mais parce que tu deviens intrinsèquement plus résilient et puissant. L'écrivaine Brianna Wiest l'exprime avec éloquence, le moment où tu réalises que tu peux choisir ce que tu penses est le moment où ta vie commence à changer. Entraîner l'esprit, c'est précisément cela, sélectionner avec intention ce que tu alimentes, identifier les pensées destructrices avant qu'elles ne se cristallisent en actions regrettables, et te traiter avec une fermeté bienveillante, empreinte de respect. Tu n'as pas à atteindre la perfection, mais à cultiver une présence vigilante. Sois cette personne qui, face à une journée chaotique, opte pour une pensée constructive, qui observe la confusion intérieure, respire profondément, et se demande, qu'est-ce que je peux édifier à partir de cet instant? Sera-ce ardu? Inévitablement, oui, mais bien plus ardu est de demeurer captif d'un esprit non dompté, qui abandonne prématurément, réagit excessivement et s'autodétruit en sourdine. Un esprit faible capitule face aux tempêtes, un esprit fort, même épuisé, patiente, se reconstruit et progresse. Si aujourd'hui marque le début de cet entraînement pour toi, inscris en commentaire, aujourd'hui, je commence à entraîner mon esprit. Cette déclaration, modeste en apparence, porte une portée immense. Elle déverrouille la porte vers une vie où tu rediriges ton quotidien simplement en orientant ton attention, sans chercher à tout dominer, mais en maîtrisant ce qui est en ton pouvoir, tes pensées, avant qu'elles ne dictent tes actes. Troisième leçon, si tu ne diriges pas tes émotions, tu en deviens l'otage. Visualise une automobile dévalant une pente à vive allure, avec un conducteur aux yeux clos, les mains éloignées du volant, ignorant totalement le moment ou l'endroit de l'impact inévitable.
C'est l'image précise de ce qui advient lorsque tu cèdes le gouvernail de ton existence à tes émotions brutes. Chacun d'entre nous éprouve la colère, la tristesse, l'envie ou la frustration à divers degrés, c'est une composante inaliénable de l'humain. Cependant, celui qui n'apprend pas à naviguer ses flots intérieurs finit par s'écraser contre les récifs de ses propres impulsions. Maîtriser ses émotions ne consiste pas à feindre une sérénité artificielle, à réprimer ce qui bouillonne en toi, ni à adopter une froideur stoïque mal comprise. C'est cultiver une lucidité suffisante pour identifier quand la colère s'empare du volant, quand l'anxiété accélère follement, ou quand la peur tire brutalement le frein. C'est instaurer une pause salvatrice avant l'explosion, respirer avant de porter un jugement hâtif, et opter pour une réponse mesurée au lieu de perpétuer des réactions automatiques. Prenons un exemple concret et quotidien, tu rentres d'une journée harassante, et l'évier déborde de vaisselle sale. Ton esprit hurle intérieurement, personne ne contribue ici, et l'envie te démange de déverser ta frustration sur le premier venu. Mais si tu t'accordes un instant de recul, si tu inspires profondément et t'interroges, suis-je trop épuisé pour aborder cela sereinement? Cela vaut-il vraiment une dispute immédiate? Comment formuler cela pour obtenir un résultat positif? Cet espace infime entre l'impulsion et l'action peut prévenir un conflit inutile et préserver l'harmonie. Ou imagine ton supérieur te répondant sur un ton sec, ton ego s'emballe, interprétant cela comme une attaque personnelle, et tu es tenté de riposter. Pourtant, en réexaminant avec calme, est-ce vraiment dirigé contre moi, ou est-il submergé par d'autres pressions? Tu acquiers cette lucidité qui sépare ceux qui naviguent dans les tempêtes émotionnelles de ceux qui en sont les victimes. Comme l'a si bien formulé Naval Ravikant, investisseur et penseur moderne, la colère est un poison que tu ingères en espérant que l'autre en meure. Celui qui réagit sous l'emprise émotionnelle s'empoisonne de l'intérieur, même s'il croit triompher extérieurement. Épictète, ce philosophe stoïcien affranchi, enseignait déjà, les émotions ne sont pas des ordres impérieux, mais de simples suggestions. Tu peux entendre la voix de la colère sans lui obéir, ressentir la peur sans battre en retraite, verser des larmes sans te briser irrémédiablement. La maîtrise émotionnelle incarne la maturité, non la répression, c'est agir avec fermeté tout en préservant son humanité, en déclarant « Cela m'a affecté, mais cela ne me définira pas ». Tu peux être affligé de tristesse et néanmoins accomplir tes devoirs, blessé, et traiter autrui avec dignité, en proie à la douleur, et maintenir la tête haute. La véritable maîtrise n'est pas l'éradication des émotions, mais l'infusion d'une conscience vigilante. Cette conscience émerge lorsque tu romps avec tes schémas automatiques, au lieu de réagir aveuglément, observe, au lieu de te refermer, interroge-toi, de quoi cette émotion tente-t-elle de me protéger? Cette pause introspective est l'un des outils les plus puissants que l'humanité puisse affûter. C'est dans cet intervalle que naissent l'autocontrôle, la clarté et une liberté authentique. Bien sûr, ce n'est pas aisé, il y aura des jours d'échecs, d'explosions impulsives, de jugements erronés, de paroles regrettées. Mais cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Ce qui forge ta force, c'est de revenir invariablement à ton centre intérieur. La liberté émotionnelle débute quand tu comprends que ressentir n'est pas le mal, le vrai péril réside dans les réactions inconscientes, les actions irréfléchies, l'existence en otage de tes sentiments fluctuants. Tu n'as pas à conquérir le monde entier, apprends simplement à te conquérir toi-même. Écris en commentaire, aujourd'hui, je me gouverne par le calme. Que cette affirmation serve de rappel constant, ton royaume intérieur est le seul domaine où ton pouvoir est absolu. En apprenant à le commander, tu libères le reste du monde de son emprise sur toi. 4e leçon, adopte les habitudes mentales de ceux qui n'abandonnent jamais. Imagine un athlète se levant avant l'aube pour courir dans l'obscurité silencieuse, sans public ni applaudissements. C'est dans cette solitude disciplinée qu'il forge ce que les observateurs extérieurs qualifieront ultérieurement de « talent inné ». De même, les individus mentalement inarrêtables ne doivent leur résilience ni à un don divin, ni à une génétique exceptionnelle, ni à une chaîne fortuite de hasard favorable. Leur secret réside dans l'invisible, les habitudes mentales cultivées quotidiennement, dans les choix modestes où l'abandon serait si tentant. Ces personnes ne s'en remettent pas à des élans fugaces de motivation, elles édifient des systèmes robustes. Elles ne fluctuent pas au gré de leurs humeurs changeantes, elles s'alignent sur une discipline inébranlable. Tu reconnais un inarrêtable à sa conduite face à l'adversité, tandis que la majorité sombre dans la frustration ou la résignation, il écarte les plaintes et s'interroge, qu'est-ce que je peux construire à partir de ces décombres? Lorsque d'autres délaissent leurs objectifs au premier obstacle, il respire profondément, recalibre sa trajectoire et persévère non parce que le chemin est aisé, mais parce qu'il a internalisé que la constance surpasse l'enthousiasme éphémère. La différence se niche dans ces détails cachés,
tu te réveilles en retard, sous une pluie battante, ton corps implorant un sursis au lit. L'individu ordinaire capitule, aujourd'hui, c'est impossible. L'inarrêtable rétorque intérieurement, ce n'est pas mon désir immédiat qui prime, mais la version de moi que je suis en train de sculpter. Ou face à une erreur professionnelle, où l'esprit ordinaire s'autoflagelle, tu vois, tu rates toujours tout, il répond, cette faute est une leçon précieuse, désormais, je sais ce qu'il faut éviter. C'est un entraînement mental subtil, une musculation identitaire qui se déroule en silence. James Clear, auteur de « Habitude atomique », l'exprime ainsi, chaque action est un vote pour le type de personne que tu souhaites devenir. Les inarrêtables votent quotidiennement, même lors des jours sombres, en faveur de leur meilleure incarnation. Ils n'attendent pas l'inspiration pour agir, car leur système opère indépendamment des caprices motivationnels. Ils se traitent avec une fermeté respectueuse, évitant l'autocritique destructrice pour privilégier des corrections constructives, sans jamais occulter leurs valeurs intrinsèques. Ils s'adressent à eux-mêmes comme des leaders avisés, sans pitié ni excuse. Dans l'adversité, où beaucoup clament « je n'y arrive pas », ils affirment « je le ferai malgré tout ». Où d'autres protestent « je ne suis pas prêt », ils déclarent « je commence maintenant et me fortifie en route ». Attention, cela ne signifie pas qu'ils sont exempts de souffrance, au contraire, ils l'embrassent comme un catalyseur de croissance. Ils transforment les obstacles en exercices rigoureux, chaque défi devenant une répétition supplémentaire dans leur gymnase mental. Épictète questionnait, que serait Hercule sans ses épreuves? Un homme ordinaire effacé de l'histoire. Les marins émérites doivent leur renommée aux tempêtes affrontées, et les inarrêtables tirent leur force de leur capacité à répondre avec structure, intention et focalisation inébranlables. Lorsque tu cesses d'attendre un contexte idéal extérieur, tu le crées intérieurement, et c'est là que tu te distingues des masses. Beaucoup espèrent que la discipline surgira miraculeusement, mais toi, tu peux la semer dès à présent, même si ses fruits tardent à mûrir. Elle s'édifie en silence, à travers les décisions les plus anodines répétées avec fidélité. Commence à incarner quelqu'un qui ne s'en remet pas à la chance, mais à une direction claire et résolue. Écris en commentaire, aujourd'hui, j'entraîne mon esprit comme mon outil de pouvoir le plus précieux. Car c'est ton esprit qui orchestre ta vie, et celui qui maîtrise ses pensées ne se laisse pas aisément détourner par les vicissitudes extérieures. 5e leçon, change ce que tu crois et tu changeras ce que tu vis. Imagine grandir dans une demeure aux fenêtres encrassées, observant le monde à travers ses vitres opaques, convaincu que la distorsion provient de l'extérieur. Tu n'as jamais questionné ce filtre interne qui altère ta perception depuis l'enfance. C'est ainsi que fonctionnent les croyances limitantes, des idées implantées en toi bien avant que tu puisses les choisir ou les contester. Tu n'es pas doué pour cela. Tu sabotes toujours tout. Tu manques de ce qu'il faut pour réussir. Peut-être n'ont-elles pas été verbalisées explicitement, mais des regards réprobateurs, des silences lourds, des comparaisons insidieuses, et tes propres échecs ont conspiré à ériger cette image déformée de toi-même. Avec le temps, ces narratifs s'incrustent dans ton identité, et tu vis comme s'ils étaient des vérités inaltérables, tu renonces à essayer, évites les risques, perds foi en tes potentiels, car une voix intérieure murmure inlassablement, tu n'y parviendras pas. Pourtant, voici une révélation libératrice, les croyances ne sont pas des faits immuables, mais des histoires acceptées que l'on peut réécrire avec attention. Considère un exemple quotidien, une erreur au travail. Au lieu de la voir comme un apprentissage enrichissant, ton esprit s'emballe, voilà, je suis un échec ambulant. Tu reçois un compliment sincère, mais le minimises, c'était juste de la chance. Une opportunité se présente, et tu te retires, je ne suis pas à la hauteur. Ces réactions paraissent naturelles, mais elles découlent d'un script automatique ancien, non toujours choisi, mais renforcé par des années de répétition. Ton cerveau, cherchant à confirmer ces biais, déforme même tes succès pour les aligner sur ce récit limitant, te piégeant dans une boucle auto-perpétuante. La clé de la libération réside dans la conscience, déconstruis ces croyances en posant des questions incisives. D'où émane cette idée? Qui me l'a inculquée? Me protège-t-elle ou me paralyse-t-elle? Si je l'abandonnais, qu'oserais-je entreprendre? Ces interrogations ébranlent l'édifice ancien, car ce qui n'est pas scruté persiste indéfiniment. La neuroscientifique Caroline Leaf l'affirme, tu n'es pas l'otage de ton cerveau, tu en es l'architecte. Grâce à la neuroplasticité, ton cerveau se remodèle selon ce que tu répètes avec délibération, restructurant ainsi ton identité profonde. Épictète enseignait, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation d'eux. Interroge-toi donc. Qu'as-tu pensé de toi-même récemment? De tes relations, de ta prospérité,
de l'argent? C'est là que se tapit le blocage véritable. Ce n'est pas l'échec qui t'immobilise, mais ton interprétation, pas le refus entendu, mais la conclusion tirée, pas les blessures d'enfance ou les critiques, mais le récit tissé autour d'elle. Reprogrammer ton esprit, c'est cesser de raisonner avec l'écho de la douleur passée et commencer à autorer une histoire ancrée dans la vérité présente. Commence dès maintenant, arrête de répéter « il est trop tard, c'est insurmontable, ce n'est pas pour moi ». Remplace « je n'y arrive pas » par « je suis en plein apprentissage ». Échange « je ne suis pas assez » contre « je suis en évolution constante ». Ce n'est pas un développement personnel superficiel, mais une reprise de contrôle souverain, reprendre le stylo de ton destin pour cesser d'être un figurant dans ta propre épopée. Écris en commentaire « aujourd'hui, je change mon histoire de l'intérieur vers l'extérieur ». Crois-y fermement, car le monde ne se transforme que pour ceux qui osent remodeler leur esprit. En reprogrammant tes certitudes, tu transfigures ta réalité, libéré des chaînes du passé pour être propulsé par les constructions que tu ériges dès à présent. 6e leçon, va au-delà de ce que la plupart sont prêts à faire. Imagine un matin glacial, ton corps alourdi par la fatigue, le réveil sonnant pour la énième fois. Personne ne saura si tu te lèves immédiatement ou si tu diffères d'une heure. C'est précisément dans ces instants ordinaires, anodins en apparence, que ton identité se forge ou s'effrite. La résistance mentale ne se manifeste pas dans des discours grandiloquents ou des gestes héroïques, elle s'édifie dans les confrontations quotidiennes avec ta propre inclination à procrastiner. C'est lorsque tout en toi aspire à l'arrêt, et que tu te lèves malgré tout, quand la motivation s'est évaporée, et que tu avances quand même, quand la fatigue, la frustration et l'absence de résultats visibles te assaillent, et que tu accomplis néanmoins ce qui doit l'être. C'est cette persévérance que peu sont disposés à embrasser, car elle implique une douleur réelle, une culture patiente, un arrosage constant et une construction laborieuse. Souvent, notre éducation nous a plutôt inculqué la capitulation, le retrait et l'abandon face à l'inconfort. Observe comment cela se traduit dans ton quotidien, tu t'engages à te lever tôt pour t'entraîner, mais la chaleur de la couette l'emporte. Tu planifies d'étudier, mais les distractions numériques te capturent. Tu vises l'épargne, mais une promotion alléchante déraille tes intentions. Dans ces crossroads, tu révèles qui commande, la discipline structurante ou le désir éphémère. Angela Duckworth, experte en résilience et auteure de « Grit, The Power of Passion and Perseverance », l'exprime ainsi, la différence entre les ordinaires et les extraordinaires n'est pas le talent, mais la capacité à persister quand tout devient ardu. La résistance mentale se trempe dans l'inconfort, où naissent la constance, la maîtrise et un respect de soi profond. Tandis que beaucoup fléchissent au premier revers, les résilients inspirent profondément et progressent non par surplus d'énergie, mais parce qu'ils ont décrété ne plus être asservis à la paresse, l'anxiété ou la peur. Ils saisissent que chaque acte accompli malgré le manque d'envie constitue une victoire silencieuse dans la guerre contre l'auto-indulgence, la médiocrité et la procrastination qui avortent tant de rêves prometteurs. Il ne s'agit pas d'accomplir l'impossible, mais d'exécuter l'essentiel avec une fidélité inébranlable, jusqu'à ce qu'il devienne non négociable. Tu n'es peut-être pas le plus talentueux de l'assemblée, mais tu peux être le plus engagé, celui qui se relève jour après jour, agit malgré la peur, persévère sans quête de validation extérieure. Marc Aurèle méditait, la vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Cette maxime est un entraînement quotidien, se dire, aujourd'hui, cela sera douloureux, mais j'avance malgré tout. C'est laver la vaisselle quand le corps aspire au repos, étudier quand l'esprit implore une pause, respirer et persister quand la fatigue frappe. C'est cela, la résistance authentique, faire taire les excuses, endurcir ton esprit, accomplir l'indispensable. L'extraordinaire demeure inaccessible à ceux qui se cantonnent au confortable. Pour adopter cette posture, inscris en commentaire, je choisis de faire quelque chose de difficile parce que je mérite l'extraordinaire. Répète cette affirmation avec sincérité, fais en ton nouveau étalon. Car lorsque ton esprit apprend à ne plus céder, ton parcours refuse de s'interrompre, et c'est ainsi que tu deviens une menace pour ta version antérieure, limitée. 7e leçon, la paix meurt quand l'attente grandit. Imagine entrer dans un restaurant, l'estomac criant famine. Tu passes commande et patiente. Une demi-heure s'écoule sans service, l'irritation monte, les plaintes fusent, et tu repars frustré, persuadé que ta soirée est irrémédiablement gâchée. À présent, visualise la même scène, mais en sachant d'avance que le service est lent, tu apportes un livre, commandes sereinement, te détends, et savoure le repas quand il arrive, sans une once de stress. La différence ? L'attente. Dans la vie, c'est identique,
plus tu anticipes que les autres se conforment à tes désirs, que le monde suive ton script idéal, que tout s'aligne sur tes projections mentales, plus la déception te ronge. Mais en relâchant ces attentes rigides, un phénomène transformateur survient, tu embrasses l'existence avec une présence accrue, une clarté affinée et une paix profonde. Ce n'est pas de la passivité résignée, mais une sagesse stoïcienne. Ne pas nier tes sentiments, mais refuser d'en être l'esclave, surtout face à ce qui échappe à ton contrôle. Tu ne dictes pas si autrui répondra avec courtoisie, mais tu peux préserver ta dignité. Tu ne maîtrises pas l'échec d'un plan, mais tu choisis ta réaction subséquente. Le passé, la météo, les choix d'autrui t'échappent, mais ton pouvoir réside dans ce que tu penses, ressens et agis à partir de l'instant présent. C'est l'essence du stoïcisme, canaliser ton énergie vers le domaine de ton influence. Réfléchis à ta journée récente, combien de frustrations ont-elles émergé de facteurs hors de ta portée? Un message lu sans réponse, une critique imprévue, un effort non reconnu. Ces tensions te consument parce que tu combats encore la réalité brute. Accepter n'équivaut pas à approuver, c'est cesser de t'épuiser contre l'immuable, et rediriger ta vigueur vers l'action constructive plutôt que la plainte stérile. Ryan Holiday, auteur stoïcien contemporain, l'énonce, l'attente est l'ennemi de la paix. Ceux qui exigent trop des autres récoltent la déception, ceux qui se surimposent s'asphyxient, mais ceux qui observent les faits avec objectivité, sans dramatisation, se libèrent. Cette liberté se bâtit progressivement, en filtrant tes pensées avant qu'elles ne se figent en vérités absolues, en respirant avant une réponse impulsive, en rappelant quotidiennement que ta paix prime sur le besoin d'avoir raison, de remporter une querelle ou d'imposer un contrôle illusoire. Marc Aurèle professait, tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. C'est le fondement de l'esprit stoïcien, une liberté intérieure qui t'affranchit des tourbillons émotionnels d'autrui, des pièges affectifs, te permettant de maintenir le cap sur ce qui édifie plutôt que ce qui épuise. Écris en commentaire, mon pouvoir réside dans ce que je choisis de penser. Dans un monde fluctuant où les déceptions pullulent, les plans capotent et les émotions oscillent, celui qui règne sur son esprit devient inébranlable. Tel est le bouclier stoïcien suprême, non l'indifférence glacée, mais une lucidité rayonnante, non le contrôle du cosmos, mais la souveraineté de soi. 8e leçon, sans direction, il n'y a pas de progrès. Sénèque l'affirmait avec acuité, aucun vent n'est favorable à celui qui ignore sa destination. C'est peut-être pourquoi tant d'âmes se sentent épuisées sans avoir avancé, tu t'éveilles, saisis ton téléphone, te noies dans les notifications, éteins des feux toute la journée, et termine avec le sentiment d'avoir seulement survécu, sans progression tangible. Il manque une direction claire, une concentration laser, un discernement affûté. Voici une pratique stoïcienne simple pour entraîner ton esprit au quotidien. Sélectionne un mot unique, mais chargé de sens, qui encapsule la personne que tu aspires à incarner. Ce mot deviendra ta boussole infaillible dans le chaos ambiant, te rappelant les priorités essentielles quand le monde tente de te dévier. Marc Aurèle pratiquait cela, se guidant par des termes comme honnête, droit, modeste, non par perfection innée, mais pour ancrer son esprit sur une voie stable, même face aux turbulences. Ce mot agit comme un rail mental, empêchant les déraillements. Réfléchis, si ton mot est « discipline », tu refuserais peut-être cette distraction futile. Si c'est « présence », tu éteindrais ton appareil lors d'une conversation cruciale. Si c'est « tempérance », tu respirerais avant d'excéder. Ce n'est pas un talisman magique, son pouvoir émane de son rôle de filtre décisionnel. Cela m'approche-t-il ou m'éloigne-t-il de mon idéal? Inscris ton mot, garde le visible, réitère-le, transforme-le en critère pour tes choix et actes. Car un esprit entraîné est un esprit dirigé, qui suit sa trajectoire malgré les distractions. Écris en commentaire quel sera ton mot et engage-toi envers lui, comme vers une nouvelle destinée. La distinction entre une semaine banale et une de métamorphose réside souvent là, posséder une direction ferme. 9e leçon, une nouvelle attitude peut changer la donne. Sénèque l'enseignait, tu dois changer d'esprit, non de lieu, car tes défauts te suivent partout où tu vas. En effet, tu peux relocaliser ta vie, changer de ville, d'emploi, de relation, mais si ton mode de pensée et de réaction reste inchangé, le chaos te talonnera inévitablement. Observe cette personne qui déménage en quête de paix, pour voir ressurgir promptement le tumulte émotionnel. Une autre rompt une liaison toxique, seulement pour répliquer les mêmes conflits dans la suivante. Ou change de hiérarchie, mais gît toujours sous la même pression perçue. Le décor évolue, mais le script persiste, car le nœud gordien n'est pas externe, mais dans l'attitude face à la vie. Comme Sénèque le notait, la maladie suit le malade, sans nettoyage intérieur,
la saleté réapparaîtra extérieurement. Changer d'attitude, c'est cesser d'imputer la faute au monde et scruter son fort intérieur. C'est admettre que ce qui t'entrave n'est peut-être pas le trafic, le patron ou la routine, mais ta réaction à ces éléments. James Clear, dans Habitude atomique, affirme, tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Le système primordial à ajuster est ton attitude, ta manière d'agir quand la fatigue, la frustration, la critique ou l'ignorance te frappent. Pas de révolution spectaculaire requise, souvent, il s'agit de gestes modestes, faire la vaisselle malgré le manque d'envie, répondre calmement à un message abrupt, respirer avant de réagir, affirmer avec fermeté sans culpabiliser ensuite, vivre pleinement chaque jour sans attendre le week-end comme une délivrance. Ces choix cumulés forgent la force mentale que tu recherches vainement à l'extérieur. Un jour, tu réalises, le monde n'a pas muté, c'est toi qui as maîtrisé ton esprit. Si cette force t'appelle, écris en commentaire, je choisis de changer d'attitude. Ce choix paraît minime, mais il altère tout, ta focalisation, ton énergie, tes résultats, et surtout, ta perception de toi-même. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces leçons.